Bonjour à tous, bienvenue à la Maison de l'Expatriation, en présentiel également en ligne. Nous sommes ravis de vous accueillir aujourd'hui pour une nouvelle conférence qui sera sur les enjeux juridiques de l'expatriation. Nous sommes ouverts depuis le 23 mai et ce jusqu'au 20 juillet pour vous renseigner sur votre projet d'expatriation pour tous les Français qui souhaitent s'expatrier à l'étranger ou les expatriés français qui sont actuellement à l'étranger et qui souhaitent revenir en France. Nous organisons des rendez-vous gratuits de 10h à 19h, du lundi au vendredi. Et comme vous pouvez le voir, nous organisons également des événements de 1 à 2 par semaine sur différents thèmes, des différentes destinations et des thèmes plus généraux sur l'expatriation. Et aujourd'hui, donc, on va vous parler des enjeux juridiques. Je vous présente le cabinet Chauveau, Mulan et Associés. Donc, je vous présente dans l'ordre... voilà. Pardon. Morgane Pelletier, Elodie Mulon et Jennifer Terville, qui sont avocates associées du cabinet Chauveau, Mulon et Associés. Donc, vous parlez de ces enjeux juridiques de l'expatriation. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite à tous une bonne conférence. Merci beaucoup. Bonjour à tous, merci beaucoup et merci de votre présence en si grand nombre. Comme vous le savez, une expatriation n'est jamais juridiquement neutre pour une personne, un couple, une famille ou un patrimoine, et ce, peu importe la situation personnelle ou la durée de vie à l'étranger. La création de Expat by CMEA part d'un constat que nous avons réalisé dans nos dossiers ou à l'occasion de nos propres expatriations. Parce que, généralement, les expatriés, malheureusement, ignorent que leur situation familiale, matrimoniale ou patrimoniale sont modifiées par leur vie à l'étranger. Nous avons donc souhaité accompagner les Français de l'étranger, que ce soit au départ en expatriation pour anticiper les risques juridiques ou en cours d'expatriation pour faire face à l'évolution des situations juridiques. Avant toute chose, et pour que vous puissiez bien comprendre les enjeux, il nous a paru important de revenir sur la base du droit de la famille, du droit international privé de la famille, et que vous puissiez comprendre aussi tous nos développements et les réponses à ces 5 fameuses questions. Donc, sans vous faire un cours de droit et que vous soyez des juristes aguerris, l'idée c'est vraiment que vous puissiez au moins vous poser les bonnes questions pour vous et votre entourage, et ensuite nous pourrons évidemment y répondre. Donc, le droit de la famille, de manière assez globale, c'est donc toutes les questions relatives aux relations familiales, donc de la naissance jusqu'au décès. Je pense que jusque-là, vous me suivez. Ensuite, il y a le droit international privé de la famille, et donc ça concerne toutes ces relations familiales que je viens d'évoquer, mais avec un élément d'extranéité. L'élément d'extranéité, en gros, c'est un élément étranger. Ça peut être une nationalité étrangère, une résidence à l'étranger, un mariage à l'étranger, un décès à l'étranger. Donc voilà, c'est le droit international privé de la famille. Ensuite, un autre élément qui nous paraissait important de vous indiquer, c'est qu'une fois qu'on a cette question du droit international privé de la famille, qu'est-ce qui va être la différence avec un dossier franco-français ou une question franco-française? 3 questions principalement vont être abordées. Ça sera 1, quel est le tribunal compétent? C'est pas parce que vous êtes Français et résident à l'étranger ou étranger résident en France que forcément la France sera compétente. Il peut y avoir plusieurs juridictions compétentes, voire une seule. Ça sera la première question. La deuxième question, c'est la loi applicable. C'est pas parce que la France est compétente, que les juridictions françaises sont compétentes, que forcément ils vont appliquer la loi française. Nous, ça nous arrive tous les jours dans nos dossiers où le juge français devra appliquer la loi étrangère. En fonction des critères de rattachement. Donc, il peut appliquer la loi singapourienne, japonaise, new-yorkaise, en fonction de la loi qui sera applicable. Et enfin, la troisième question qui pourrait être abordée, c'est la circulation des actes à l'étranger ou en France. Donc, par exemple, est-ce que votre contrat de mariage établi en France, est-ce que votre mariage, est-ce que votre testament établi en France sera reconnu à l'étranger, ou même une décision française sera reconnue à l'étranger? Ou pareil, si vous faites tous ces actes à l'étranger, est-ce que ça va être reconnu en France? C'est ce qu'on appelle donc la circulation des actes. Donc ça va être grâce aux textes internationaux, les conventions internationales, règlements européens et parfois même les textes internes qui vont nous permettre de savoir quel sera le tribunal compétent, quelle sera la loi applicable, et enfin par rapport à la circulation des actes. Et enfin, dernier point très théorique, mais
qui nous paraissent encore une fois importants, c'est qu'il faut savoir que la matière familiale est une matière qui est divisible. Ça veut dire que tout ce que je viens de vous énoncer, c'est-à-dire le tribunal compétent, la loi applicable, on va devoir l'aborder dans tous les points du droit de la famille. L'exemple le plus classique étant par exemple un divorce, il y a la cause du divorce, la prestation compensatoire, donc les pensions alimentaires entre époux ou le devoir de secours, la liquidation du régime matrimonial. Concernant les enfants, ce qu'on appelle l'autorité parentale ou la responsabilité parentale, notion plus internationale, avec la résidence, le droit de visite d'hébergement, la pension alimentaire. Pour chacun de ces points, on va devoir déterminer quel est le tribunal compétent et quelle est la loi applicable. Donc, c'est la divisibilité de la matière. C'est ce point rappelé. On va donc aborder les 5 questions qui sont assez généralistes comme indiqué, mais pour que vous puissiez être alerte sur votre situation et vous poser les bonnes questions, encore une fois, pour vous ou votre entourage. Donc, voici les 5 questions. Quel est mon régime matrimonial et mon contrat de mariage est-il reconnu à l'étranger, qui seront répondus par Élodie Mulon. Comment protéger mes enfants dans un contexte international par moi-même? Et quelles sont les lois civiles et fiscales applicables à ma succession? Et enfin, comment faire un testament ou une donation depuis l'étranger? Répondu par Jennifer Terry. Merci. J'enchaîne. Donc j'enchaîne sur en fait le régime matrimonial dans la mesure où pourquoi est-ce que c'est important de traiter cette question? C'est que souvent, lorsque on est expatrié à l'étranger, on se dit je suis tranquille, je suis français, j'ai fait un contrat de mariage ou je n'en ai pas fait, mais il n'y a pas de difficulté, c'est mon régime qui va s'appliquer. Et on ne réalise pas quel est l'impact de ce déménagement, de cette installation à l'étranger sur justement le régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est quoi? C'est la manière dont on va définir à qui sont les biens appartenant à l'un ou à l'autre ou aux deux, comment ces biens vont être gérés et comment ces biens vont être partagés lorsqu'ils sont communs ou indivis au moment de la dissolution du régime matrimonial, sachant que la dissolution, elle peut être à cause de divorce, mais elle peut être aussi à cause de mort, et c'est Jennifer qui vous en parlera. Donc, c'est vraiment un sujet fondamental, puisque de la liquidation, ce qu'on appelle la liquidation de votre régime matrimonial, va dépendre beaucoup de choses. Si, par exemple, vous êtes marié sous un régime de séparation de biens et que vous dites « je suis tranquille, ce qui est à moi est à moi » et que vous vous retrouvez, on va le voir, c'est possible, dans un pays où le contrat de séparation de biens n'est pas reconnu, vous allez vous retrouver à partager vos biens par deux. Ce qui peut poser une difficulté, par exemple, pour un chef d'entreprise qui va s'installer à l'étranger, qui va avoir une start-up qui marche super bien, qui va se retrouver avec une société de 60 millions d'euros. Évidemment, j'exagère, d'ailleurs, pas toujours pour cette hypothèse-là, et qui pense que c'est à lui, et qui se dit, ah ben non, voilà, je le partage. Donc, il y a 2 hypothèses, en fait. Il y a l'hypothèse de j'ai pas de contrat de mariage, et il y a l'hypothèse de j'ai un contrat de mariage. Je ne fais pas de contrat de mariage. En France, si je ne fais pas de contrat de mariage, c'est ça soumis à ce qu'on appelle la communauté légale. La difficulté, c'est que ce n'est pas le cas dans tous les pays. Vous avez des pays qui sont plutôt des pays où ce sera la séparation de biens, par exemple l'Égypte, les Émirats, l'Espagne. L'Espagne, et encore l'Espagne, ça dépend des provinces. Singapour, Hong Kong, enfin vous avez des pays pour qui la règle, c'est la séparation de biens. Puis vous en avez d'autres, c'est le régime légal de communauté, comme en France, comme dans certains États des États-Unis, comme au Chili, enfin, qui prévoient ce... Et puis on a d'autres, et c'est en règle générale les pays de common law, où c'est ce qu'on appelle l'equitable distribution, qui ressemble à ce qu'on appelle en France un régime de participation aux acquis, c'est-à-dire où globalement vous faites comme si c'était la séparation de biens pendant tout le mariage, et puis au moment de la liquidation, qui va se liquider comme un régime de communauté, ce qui n'est pas du tout ce que prévoient certains époux lorsqu'ils font un régime de séparation, quand ils sont dans un contrat de mariage. La difficulté, c'est que lorsque vous vous expatriez, vous pensez que vous êtes soumis au régime, à votre régime national, et en fait, vous allez vous rendre compte que ce n'est pas du tout le cas. La difficulté, globalement, vous avez 3 régimes possibles, pas régimes matrimoniaux, mais régime de liquidation, de régime matrimoniaux prévu. C'est avant 92, c'est un régime la loi applicable, c'est un conflit de loi, donc ça on ne va pas revenir parce que c'est plutôt rare. Vous avez en revanche tous les époux qui sont mariés entre 92 et 2019 qui dépendent de la
Convention de la Haye, et puis ceux qui sont mariés depuis 2019, qui dépendent en France et en Europe, généralement, d'un règlement régime matrimonial, pardon, qui date de 2016, mais qui a commencé à s'appliquer au 1er janvier 2019. Voilà. La difficulté, c'est que lorsque votre régime matrimonial dépend de la Convention de la Haye, c'est-à-dire que vous êtes marié entre 92 et 2019, vous pouvez changer de régime matrimonial au long du mariage. Donc, et je vais y revenir, donc il est absolument essentiel, lorsque vous décidez de partir, de vous demander, ou de divorcer, de vous demander quand est-ce que je me suis mariée, où est-ce que je me suis mariée, et ça, vous allez voir que c'est assez peu, ça a une incidence à la marge, mais où a été mon premier régime, mon premier domicile, c'est-à-dire où est-ce que les époux se sont installés la première fois au moment où ils se sont mariés. Donc j'ai pu, exemple, ça arrive relativement souvent, les époux se marient en France, d'accord, donc je dis super, c'est la France. 5 jours après, vont s'installer, et vous avez souvent cette hypothèse où en fait vous mariez parce qu'il faut être marié dans le pays, c'est plus simple dans le pays où vous êtes expatrié. Vous allez vivre, par exemple, à Sydney. Voilà. Dans cette hypothèse, c'est le régime de Sydney qui s'applique. Alors, on est dans l'hypothèse en l'absence de contrat de mariage. D'accord ? Alors, j'ai envie de vous dire, si vous n'avez pas fait de contrat de mariage, ce ne sera pas la communauté, ce sera l'equitable. C'est des règles qui sont différentes, mais qui ne sont pas aussi éloignées que peuvent l'être le régime de séparation de biens et le régime de l'equitable distribution. Mais en tout cas, vous n'êtes pas soumis à la loi australienne. Enfin, vous serez soumis à la loi australienne et pas à la loi française. Donc, la notion de premier régime, de premier domicile des époux est fondamentale. Alors, quand je vous dis première résidence habituelle des époux aujourd'hui, enfin juste après le mariage, c'est quoi la résidence habituelle? Vous avez pas mal de décisions sur ce point. Globalement, la résidence habituelle, il y a beaucoup de jurisprudence, c'est le lieu où vous vous installez durablement, où vous avez des habitudes, vous allez chez le coiffeur, chez le médecin, et vous avez eu l'intention de vous installer. Alors, vous pourrez se dire, ah oui, mais moi je suis expatriée, est-ce que c'est vraiment ma résidence habituelle? Parce que finalement, ce n'est pas spécialement de l'envie de m'installer dans ce pays, mais le boulot fait que je dois y être. C'est considéré comme une résidence habituelle, puisque vous allez y avoir, pendant un certain temps, toutes vos habitudes. Alors, évidemment, si vous partez en vacances aux Seychelles pendant 15 jours après le mariage, en voyage de noces, ça ne devient pas votre première résidence habituelle. C'est vraiment quelque chose de paix. Donc, si vous vous êtes marié entre 92 et 2019, je vous ai dit, soyez vigilants parce qu'il y a ce qu'on appelle un régime de mutabilité automatique. C'est quoi le régime de mutabilité automatique? Ça veut dire, ma première résidence est en France. Non, Sydney. On va reprendre l'exemple de Sydney. Et puis, je vais partir, je vais revenir en France. Et puis, je vais y rester 2 ans. Et puis, je vais décider de m'installer à Singapour, où je vais rester 15 ans. Pourquoi est-ce que je vous donne cet exemple-là? C'est parce que première résidence habituelle, le régime matrimonial va s'appliquer tout de suite, celui du pays dans lequel vous êtes. En revanche, quand je reviens à Paris, les 2 époux sont nationaux français, donc leur régime matrimonial, puisque c'est le régime de leur nationalité, va s'appliquer tout de suite. Je change le régime. Et puis, pourquoi je vous donne l'exemple de Singapour? Parce qu'ils ne sont pas nationaux de Singapour. Et quand vous n'êtes pas nationaux du pays dans lequel vous résidez, d'accord, le régime matrimonial ne change au bout de 10 ans de résidence. Dans notre hypothèse, vous aurez Australie, le temps où ils seront restés en Australie, en France, pendant les 2 ans de leur installation, et puis les 10 premières années de Singapour, donc 12 ans de régime français, et puis après, le régime singapourien. Donc vous avez, dans ça nous arrive de manière assez courante, vous pouvez avoir 3 régimes. Vous imaginez la tête du juge français quand vous arrivez, comme il est content. Alors, donc le juge français, par exemple, parce qu'imaginez, vous revenez divorcer en France, on a parlé de la compétence, on ne va pas vous en parler là, parce que ça compliquerait les choses, mais si jamais vous revenez divorcer en France, le juge français applique des lois étrangères. En revanche, si vous allez partir, vous êtes divorcé dans un autre pays,
parce qu'à ce moment-là, la compétence est celle d'un autre pays. Tout ce que je vous dis ne va pas nécessairement compter, parce qu'il y a des juges, d'accord, dans certains pays qui refusent d'appliquer une loi étrangère. Vous êtes dans mon pays, moi j'applique ma loi, je ne me prends pas la tête. D'accord? Commencez par vos amis anglais d'ailleurs qui procèdent souvent de cette manière, même si c'est parfois pratique. Voilà, donc il faut vraiment que vous soyez extrêmement vigilant sur où est-ce que je me suis d'abord installée et quel a été mon parcours après. Alors comment est-ce qu'on fait pour éviter cet écueil? Pour éviter cet écueil, on va désigner la loi applicable. C'est-à-dire au moment où je me marie, je vais décider en fait sous quelle loi je veux que mon régime matrimonial soit liquidé. Alors, on ne choisit pas ce qu'on veut. Hein. C'est pas, je dis, tiens, ben, c'est vrai, la loi du Zimbabwe, elle est hyper sympa. Non, on ne peut pas faire comme ça. On choisit la loi de sa résidence habituelle au moment, d'accord, du mariage, enfin, au moment de la conclusion du contrat, parce qu'on va le voir, on peut faire des contrats après, au moment de la conclusion, ou la loi de la nationalité de l'un des époux au moment de la conclusion du contrat de mariage. Bon. Alors, qu'est-ce qui se passe si je n'ai pas choisi cette loi? Cette loi, vous là, c'est un contrat, dans le cadre du contrat de mariage, le plus souvent, dans lequel, par exemple, on peut choisir la loi applicable, mais on peut choisir également son régime matrimonial. Par exemple, les époux français vont décider de se marier dans le régime de la séparation. Et décider que c'est la loi française qui va s'appliquer à la liquidation de leur régime matrimonial. C'est le moment là où on dit c'est super, et vous allez voir que ce n'est pas forcément super. Je n'ai pas choisi ou mon régime matrimonial ou la loi applicable à mon régime matrimonial. Est-ce que je peux le faire après? Oui, je peux le faire après, mais là encore, il faut que les deux soient d'accord. Donc, si vous le faites au moment où ça semble aussi, inutile de vous dire que l'autre ne va pas être d'accord. Donc, c'est bien d'anticiper au moment où vous partez, d'accord, de le faire et où tout le monde a envie que ça se passe bien. Vous pourrez toujours le faire après. Et là, il y a deux hypothèses. Soit vous changez de régime matrimonial, d'accord, et c'est l'article 397 du Code civil, selon les règles qui sont applicables à un changement de régime matrimonial, qui sont d'ailleurs assez simples aujourd'hui. Ou alors, lorsqu'on est dans un contexte international, on choisit la loi applicable, d'accord, à votre régime matrimonial. C'est en préciser que les règles ne sont pas forcément les mêmes, il faudra toujours en France un notaire. Ce choix de loi applicable peut se faire, en principe, se fait pour l'avenir, c'est-à-dire si je choisis la loi applicable à mon régime matrimonial 3 ans après mon installation dans le pays, 3 ans après le début du mariage, d'accord, je peux le faire, le principe c'est pour l'avenir, mais je peux très bien décider, on l'a fait récemment pour des époux qui ont choisi de considérer que la loi applicable à leur régime matrimonial était la séparation de biens du pays dans lequel l'époux se trouvait depuis le début du mariage, je peux décider que c'est rétroactif. Donc, important, vous devez comprendre, pour faire un petit récapitulatif, comprendre votre régime matrimonial, d'accord, dire quelle date je me suis mariée ou quel est l'état de la première résidence habituelle et comprendre quelles vont être, d'accord, les conséquences de la loi applicable sur l'organisation de mon patrimoine. Vous l'avez compris, vigilance dès lors que vous êtes marié entre 1992 et 2019. Je vous ouvre une parenthèse, après 2019, c'est le règlement, en tout cas pour le juge français et pour les pays européens, c'est un nouveau règlement qui s'applique et c'est la loi de la première résidence habituelle, il n'y a plus de mutabilité. Pour tous les expatriés mariés après 2019, déjà vous avez cet écueil de moins. Et voilà, vous devez toujours réfléchir aux implications. Vous pouvez, vous l'avez compris, désigner la loi applicable rétroactivement, juste pour l'avenir, et faire un choix. Alors maintenant, l'hypothèse où j'ai fait un contrat de mariage français. Est-ce que tout est réglé? Non, tout n'est pas réglé. Pourquoi tout n'est pas réglé? Parce que, évidemment, c'est absolument indispensable. La difficulté, c'est que le contrat de mariage français ne sont pas forcément reconnus à l'étranger. Exemple, un contrat de séparation de biens français ne sera pas reconnu dans les pays de common. Pourquoi? Parce que les pays de common law considèrent qu'un contrat de mariage, eux, font ce qu'on appelle des prenups, vont beaucoup plus loin que de prévoir le régime matrimonial, est soumis à des conditions qui sont des conditions impératives. Ces conditions, c'est quoi? Chacun doit avoir un conseil indépendant. Donc, le notaire commun, on laisse tomber. Il peut y avoir un notaire qui fait l'acte, mais en tout cas, chacun doit avoir un conseil indépendant.
On doit faire ce qu'on appelle le financial disclosure, c'est-à-dire être totalement transparent sur son patrimoine. Chacun devra dire très exactement ce qu'il a pour que l'autre époux ait pu décider en toute connaissance de cause. Et la transparence n'est pas vraiment souvent le propre des Français lorsqu'ils rédigent leur contrat de mariage. C'est une condition sine qua non pour faire un contrat à l'étranger. Et il faut qu'il y ait un délai de réflexion entre la négociation du contrat et sa signature, globalement d'1 mois, ce qu'on appelle un délai raisonnable. C'est ça, ça peut être un peu moins, ça peut être un peu plus. Voilà. On ne peut pas, comme on le fait en France, avoir un contrat de mariage en 4 jours avant le mariage, le signer sans aucune réflexion, sans conseil ni rien. Ce contrat-là, fait comme ça, n'est pas reconnu à l'étranger. Donc, si vous partez avec ce type de contrat, eh bien, il n'y aura absolument aucune valeur. Par exemple, toujours pour citer Sydney, je parle de Sydney puisque mon futur associé qui est là-bas, et on va ouvrir un bureau très prochainement, donc on est vraiment intéressé au droit. Alors, les difficultés maintenant liées au contrat, donc c'est un deuxième type de non-reconnaissance lié au contenu du contrat. Si le contrat, d'accord, prévoit des conséquences injustes, il ne sera pas reconnu par les juridictions à l'étranger. Donc, si le contrat, c'est régime de séparation de biens où madame est à 0 et monsieur à 100, on va considérer que c'est complètement injuste. Étant précisé que nous, en France, ça peut être corrigé, même si ce n'est pas l'objet par la prestation compensatoire qui compense la disparité, et que dans beaucoup de pays, cette notion n'existe pas. Donc, comment ils vont faire pour réparer? Écoutez-moi, distribution. Voilà, et donc ce contrat ne doit pas être contraire à l'équité. Et il existe également des difficultés qui vont être liées à l'interprétation du contrat de mariage. Les conséquences d'une absence de reconnaissance, elles sont simples, c'est que le contrat ne va pas s'appliquer. Et que vous avez, c'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est que vous avez des cas dans lesquels on part avec une certitude et on arrive et la certitude tombe à l'eau. Avec des conséquences qui peuvent être dramatiques, notamment pour les chefs d'entreprise qui s'installent à l'étranger. Comment on fait pour assurer la reconnaissance internationale d'un contrat de mariage? On fait ce qu'on peut appeler un contrat de mariage international, c'est-à-dire un contrat dans lequel vous allez respecter à la fois les règles étrangères, double conseil. Nous, ce qu'on conseille au cabinet, si jamais, alors il faut un peu anticiper évidemment là où vous voulez aller, mais par exemple, quand on va imaginer 2 époux qui sont de nationalités différentes, il faut le faire systématiquement. 2 époux qui sont de nationalités différentes, d'accord, vont devoir faire quoi? Vont prendre un contrat de chacun un conseil français, et on imagine une épouse américaine et un conseil américain. Et ce contrat de mariage va être rédigé à 4 mains avec traduction anglais-français. Mais ça ne suffira pas, il faudra aussi le financial disclosure et ce délai de réflexion imposé. Mais si jamais vous voulez qu'il soit reconnu en France, il faudra aussi, c'est pour ça qu'on vous parle de contrat de mariage international, qui respecte les règles françaises, c'est-à-dire un acte authentique fait par un notaire et avec le formalisme français. À défaut, le contrat de mariage pour être reconnu à l'étranger ne sera pas reconnu en France. Donc, il est vraiment fondamental de respecter ces conditions. Il est aussi fondamental pour éviter les difficultés d'interprétation, parce que vous avez des clauses qui sont assez classiques en France, mais qui ne sont pas reconnues à l'étranger parce qu'elles n'existent pas, des notions qui n'existent pas à l'étranger. Donc, il faut être très clair sur, quand vous prévoyez quelque chose, à quoi ça correspond en pratique, afin qu'il puisse y avoir une transposition dans le pays dans lequel les époux ont leur résidence. Voilà. Alors, la question qui peut se poser aussi, c'est je suis expat, je me suis mariée à l'étranger, par exemple aux États-Unis, et j'ai fait un prenup. Le prenup, c'est un contrat, ce qu'on appelle le prenuptial agreement. C'est un contrat dans lequel les époux vont prévoir beaucoup plus que le régime matrimonial, mais leurs conséquences également sur je me sépare, combien tu vas avoir en cas de séparation. Bon. Si jamais le contrat, donc ce contrat-là, aujourd'hui, peut être reconnu en France, s'il a été fait conformément à la loi sous l'empire de laquelle il a été établi, mais si ce contrat, d'accord, il est contraire à la République internationale française, ou s'il arrive à des conséquences qui seraient totalement inéquitables, par exemple, je fais un contrat aux États-Unis
donc les époux sont français, ou bien un Français, un ressortissant étranger. Je décide que, en fait, si jamais je divorce, je suis millionnaire et je ne file rien du tout à madame parce que voilà, c'est comme ça, et bien en France, il ne sera pas reconnu. Parce qu'il est contraire à notre ordre public international qui considère qu'il faut compenser à minima la disparité. Voilà, globalement, tout. Alors, il faut j'ajoute, il faut faire très attention aux clauses qui vont être indiquées dans ce contrat. Je parle du prenup. Par exemple, vous avez certains prenuptial agreements dans lesquels il est prévu que madame ne pourra pas se faire opérer, ne pourra pas se faire opérer de tel ou tel. Ça, ou monsieur ne pourra pas se faire opérer, faire subir une vasectomie, ou des trucs qui sont très perso. En France, c'est évidemment pas du tout reconnu. Ainsi que les clauses patrimoniales, je l'ai dit tout à l'heure, qui entraîneraient des conséquences inéquitables. Voilà, donc il faut vraiment réfléchir à un contrat de mariage, choix de loi, et faire que ce contrat de mariage ou ce choix de loi soit fait en respectant les dispositions des pays concernés. Ne multipliez pas les contrats. Il y en a qui disent faire un contrat anglais, de faire un contrat français. C'est le bazar parce que le juge ne sait pas quoi appliquer. Donc, trop de contrats mis au contrat, j'ai envie de dire. Et faites attention, un dernier point de vigilance. Je laisse la parole à Morgane. Dernier point de vigilance, vous partez en concubinage. D'accord? Vous n'êtes pas marié. Et là, vous vous dites, chouette, je ne suis pas mariée, donc toutes ces histoires de contrats, je m'en contrecarre parce que je vais vivre là-bas. Je donne toujours l'exemple de Sydney, parce que ça nous est arrivé à Sydney. Et je vais me séparer, madame, elle n'aura rien, monsieur n'aura rien, mais des cas, c'est encore madame qui suit, même si c'est moi dans ma vrai. Eh bien, détrompez-vous. Parce que dans certains pays, et notamment en Australie, d'accord, si vous n'êtes pas marié, eh bien, c'est tant pis pour vous, les conséquences sont exactement les mêmes que si vous étiez marié. Autrement dit, j'arrive en Australie, pas mariée, je ne prévois rien. Le régime matrimonial, le régime matrimonial, même c'est une notion qui n'existe pas vraiment dans ces pays. En fait, on va liquider tout selon le système de l'equitable distribution. Donc, madame, globalement, partira avec la moitié de ce que j'ai. Alors, moi, je pensais qu'elle allait repartir avec zéro. Voilà. Donc, soyez très vigilants lors de votre départ, si vous êtes déjà parti, ou si vous voulez revenir et que vous viviez, sur les conséquences de votre statut et de ce que vous avez pu faire avant pour anticiper ce qui pourrait arriver en cas de séparation ou en cas de décès. Mais ça, Jennifer vous le dira tout à l'heure. Voilà, j'aurais terminé. J'espère que c'était clair. Alors, on va aborder maintenant la troisième question qui est comment protéger mes enfants dans un contexte international. Donc, Élodie vous a évoqué notamment le régime matrimonial, la reconnaissance du contrat de mariage français à l'étranger ou étranger en France. Donc, tout est dans l'anticipation. La question que je vais aborder, c'est aussi l'anticipation pour vos enfants et notamment pour les protéger. Parce que ce soit malheureusement dans des cas de séparation, décès ou incapacité, déjà, encore une fois, dans des dossiers franco-français, il est difficile de protéger ses enfants. Donc, à l'international, il y a d'autres enjeux et nous sommes là pour essayer de vous éclairer. Alors, je vais d'abord aborder la protection de vos enfants en cas de décès ou d'incapacité. Donc, premier élément qui va être nécessaire, c'est si vous êtes enceinte et que le père n'a pas reconnu l'enfant de manière anticipée, il est bien et plutôt opportun de faire donc cette reconnaissance volontaire de son futur enfant. Parce que en réalité, en cas d'accident, s'il n'y a pas cette filiation qui est établie, ce lien de filiation qui est établi de manière anticipée, en fait, vous ne pourrez pas protéger votre enfant et donc le père n'aura pas ce lien de filiation avec l'enfant. Cette déclaration anticipée volontaire de paternité peut être réalisée par tout père de nationalité française au consulat de votre pays dans lequel vous résidez. Si vous ne faites pas cette déclaration anticipée, la mère, pour pouvoir prouver ce lien de filiation, aura un autre moyen, une autre possibilité. C'est ce qu'on appelle la possession d'État. C'est une notion juridique et elle devra apporter toutes les preuves et justificatifs pour indiquer que le père, avant son décès, donc pendant la grossesse, s'est comporté comme tel, c'est-à-dire comme le père. Ça peut être des éléments qui peuvent être difficiles à apporter, mais voilà, c'est une notion qu'on appelle la possession d'État.
Et elle peut être réalisée, si la mère est de nationalité française ou si l'enfant et l'un de ses parents, donc, en l'occurrence la mère, réside en France. Ensuite, donc ça c'était avant la naissance de l'enfant. L'enfant est né, donc s'il arrive quelque chose aux parents, si les parents ne peuvent plus exercer donc, ce qu'on appelle l'autorité parentale sur l'enfant, donc que ce soit à cause d'un décès ou d'une incapacité, il est aussi conseillé de rédiger un testament ou un acte particulier chez un notaire pour établir ce qu'on appelle donc, la tutelle pour le mineur, pour garantir sa sécurité, son bien-être et aussi la gestion de ses biens. Donc c'est la tutelle à la personne ou la tutelle au bien. Si vous vivez à l'étranger et que vous n'avez pas désigné donc, ce tuteur à l'avance et qu'il vous arrive quelque chose, ça sera les autorités, ce seront pardon, les autorités locales de votre pays d'expatriation qui, selon leurs lois, vont désigner la personne ou les services sociaux qui prendront en charge vos enfants mineurs. Attention, parce que dans ces situations, malgré votre nationalité française, le consulat ne va pas s'en mêler et ensuite il sera très difficile de faire revenir, rapatrier les enfants en France ou de désigner quelqu'un en France comme tuteur. Parce qu'en fait, ça va être ce que on disait donc en introduction, le tribunal compétent et la loi applicable seront ce qui sera appliqué dans l'état de votre expatriation. Donc, c'est vrai que ce testament, enfin en tout cas la désignation d'un tuteur à la personne ou au bien pour votre enfant permettra vraiment de le protéger. Ensuite, cette désignation, si vous la faites, elle sera reconnue dans les pays de l'Union européenne de manière automatique et en dehors de l'Union européenne. Cette reconnaissance, c'est ce que, encore une fois, on disait tout à l'heure, cette circulation de votre décision pourra varier selon les pays. Et pour renforcer la reconnaissance internationale, ces dispositions protectrices peuvent également être accompagnées de directives adaptées au droit local. Donc, pour vous donner quelques exemples, dans certains États comme aux États-Unis, donc New York ou le Texas, en Australie, particulièrement en Nouvelle-Galles du Sud ou la Tasmanie, ou encore en Angleterre, un tuteur peut être désigné par testament. Et de même au Québec, c'est ce qu'on appelle donc la déclaration de tutelle dative peut être réalisée. Ensuite, deuxième situation dans laquelle il faudra protéger ses enfants, ça sera en cas de séparation. Donc, évidemment, en cas de séparation, l'organisation de vie des époux, ex-époux ou concubins ou partenaires devra être réglée, mais la question des enfants sera quand même une question essentielle et c'est une tâche qui est d'ailleurs complexe, notamment si, lorsque vous vivez à l'étranger, il y a un des parents qui veut rentrer en France. Donc, il y a deux principales questions qui se posent. Ça va être la première, où va aller l'enfant, donc sa résidence, et donc le droit de visite et d'hébergement de l'autre parent, s'il y en a un qui déménage. Et la deuxième question, évidemment, le nerf de la guerre, les questions financières, donc les pensions alimentaires pour les enfants. Donc, pour les modalités de résidence, alors, si tout se passe bien et que vous avez un accord avec l'autre parent sur l'ensemble des points qui concernent l'enfant, vous pouvez rédiger une convention parentale, faire une requête directement au tribunal compétent, une convention parentale, et ensuite, l'homologuer devant le tribunal compétent pour que, en fait, vous puissiez obtenir une décision de justice et que celle-ci puisse circuler dans le monde et particulièrement dans votre pays de résidence. Cette convention parentale, elle vous permettra d'avoir un cadre juridique, un cadre posé pour vous en tant que parent en cas de désaccord. Mais évidemment, si vous êtes d'accord entre vous et si vous arrivez à communiquer, vous pourrez toujours vous adapter en fonction de l'intérêt des enfants. Si malheureusement vous n'êtes pas d'accord, c'est ce que je disais tout à l'heure, il faudra saisir le juge qui sera compétent et apporter au juge la loi applicable. Donc de manière générale, le juge qui est compétent est le juge de la résidence habituelle de l'enfant et qui appliquera généralement la loi de son propre pays. Toutefois, et là j'attire votre attention sur ce point, si vous habitez à l'étranger, vous avez quand même la possibilité, avant la saisine du juge, donc tant que vous vous entendez bien en réalité, de décider de faire une convention pour élire la juridiction qui sera compétente. Donc par exemple la France, vous habitez on va dire à Singapour et vous dites ok, moi je préférerais que toutes les questions relatives à notre enfant soient réglées en France. Donc c'est possible de faire cet acte-là avant la saisine du tribunal et si un tribunal est saisi, vous pourrez le faire après, mais il faudra alors l'accord de l'autre parent
pour que la juridiction française soit compétente alors que l'enfant ne réside pas ici. Petit point aussi qui est en lien avec ça, mais pour lequel je préfère aussi être assez alerte sur ça, c'est si vous êtes à l'étranger et que vous décidez de revenir en France, ne revenez pas avec votre enfant sans soit l'accord du parent, soit une décision de justice vous autorisant à déménager avec l'enfant. Parce qu'en réalité, si vous le faites, et ça nous arrive dans beaucoup de nos dossiers où il y a une réelle désinformation là-dessus, ça s'appelle un enlèvement d'enfant. C'est un déplacement illicite d'enfant. Vous avez besoin de l'accord de votre parent ou de la décision d'un tribunal à l'étranger ou en France, vous autorisant à revenir habiter en France avec l'enfant. Ensuite, donc pareil, donc en cas de séparation, le deuxième point, c'était donc les questions financières, parce que au moment d'une séparation, il y a toujours donc, la question, par exemple, de la pension alimentaire. Si le parent avec l'enfant déménage en France ou ailleurs, d'ailleurs, il y a la question du coût de transport pour exercer son activité d'hébergement, le coût des écoles et d'activités extrascolaires, etc., etc. Donc, qui va régler cette question? Enfin, c'est toutes ces dépenses. Donc, pareil, soit vous avez un accord, et donc c'est très bien, et je vous conseille vraiment de pouvoir l'homologuer devant un juge, parce qu'après, en termes d'exécution, si l'autre parent ne paye pas, il faudra quand même qu'il y ait une circulation de cette décision et de votre accord pour pouvoir faire exécuter la décision. Donc, par exemple, saisine des comptes, etc. Et si vous n'avez pas d'accord, on revient à la même base, c'est-à-dire on va saisir le juge, donc définir quel est le juge qui sera compétent pour régler cette question financière, et la loi applicable, c'est-à-dire la loi que va appliquer ce juge. Donc, nous sommes avocats en France, donc par exemple, si vous êtes à l'étranger, vous souhaitez saisir le juge français pour ces questions financières, il y aura plusieurs possibilités. Il faudra que soit le créancier, soit le défendeur à cette procédure réside en France, ou alors qu'il y ait une procédure de divorce française ou une procédure concernant vos enfants en France qui soit engagée. Ça sera un peu l'accessoire de la procédure principale, l'accessoire étant en l'occurrence les questions financières. Pourquoi c'est important? Parce que pour la pension alimentaire principalement, le montant qui sera fixé sera totalement différent en fonction des États. Donc en gros, comment on va fixer le montant? Ça va être en fonction de la loi applicable qui va être appliquée. En France, on tient compte pour fixer une pension alimentaire, principalement, encore une fois, sans vous donner de cours de droit, ça va être les besoins des enfants et les revenus et les charges des parents. Et voilà, on va évaluer le montant de la pension alimentaire. En revanche, dans certains États, notamment anglo-saxons, on prend le pourcentage de salaire d'un parent. Donc, encore une fois, ça va être des questions où allez voir un conseil justement pour vous orienter sur ces questions-là, parce que ça peut avoir un énorme impact sur la prochaine décision et donc le montant de la pension alimentaire. Voilà, donc c'était la partie sur les enfants. Merci. Et moi, je vais terminer sur un sujet toujours très sympa, à savoir, 1, la mort, 2, les taxes. Mais c'est un peu le tout le monde. En tout cas, ce qui est certain, c'est que quand on s'expatrie, bien entendu, on est plutôt sur un moment assez heureux de sa vie, la découverte, des choses qui ne sont que positives, mais il n'empêche qu'au-delà des questions qu'on a pu se poser sur le mariage, sur les enfants, c'est quand même bien d'y penser, parce qu'un malheur peut arriver en France, à l'étranger. C'est toujours extrêmement compliqué, c'est des moments difficiles pour ceux qui restent, bien entendu, mais je pense que même les parties qui s'expatrient doivent penser à organiser les choses. Une succession, il faut bien avoir conscience que dans 80% des cas, elle se passe hyper bien et tout le monde est content. Donc il y a ces 20%-là où ça se passe mal. Or, quand on est dans le franco-français et que ça se passe mal, c'est compliqué. Mais rajouter là-dessus un soupçon d'extranéité, et ça devient encore plus compliqué, parce qu'il y a de l'interprétation, parce qu'on a l'impression que tout est clair, mais rien n'est clair. Donc, il va falloir vous poser quand même 2 questions au moment où vous expatriez. C'est quelle loi s'appliquera s'il m'arrive malheur, pour moi, pour mes enfants, pour mes héritiers? Et puis, comment ça va se passer en termes de fiscalité? Ça concernerait peut-être plus les héritiers. Donc, la première question à se poser, c'est qui sont mes héritiers? On le sait au regard du droit français, mais est-ce que ce sera la même chose au regard du droit étranger? Dans quelle proportion on va hériter? Est-ce que je peux déshériter mes enfants? Une question qu'on peut se poser, en tout cas certains se la posent, et c'est ces questions-là auxquelles il faut répondre. Vous l'aurez compris,
en droit européen, on a quand même aujourd'hui pas mal de textes qui nous permettent de fixer les choses. Mais il y a l'Europe et puis il y a l'extérieur de l'Europe. D'un point de vue européen, si vous n'avez rien prévu pour votre succession, la loi qui va s'appliquer, c'est la loi de votre dernière résidence habituelle, du défunt. Donc, soyons clairs, si vous êtes expatrié aux États-Unis, c'est la loi américaine qui va s'appliquer d'un point de vue européen à votre succession. Mais ce n'est pas si simple, soyons très clairs. Dès qu'on sort de l'Europe, c'est les règles du pays, potentiellement, du dernier domicile du défunt qui vont s'appliquer. Et ça va occasionner pour certains pays, de la même manière qu'on en a parlé pour le contrat de mariage, ce qu'on appelle un morcellement de la succession. Ça veut dire que vous allez avoir une loi qui va s'appliquer pour les biens situés dans le pays de l'expatriation, une autre loi qui va s'appliquer pour les biens situés en France, une autre loi qui va s'appliquer parce que vous aviez des comptes, alors on va considérer qu'on est dans une très très bonne situation en Suisse, et ça rend les choses compliquées. Et puis, donc vous l'aurez compris, et pourtant, 90% des gens qui viennent nous voir pensent que c'est la loi nationale qui va s'appliquer, parce que c'est notre vie, c'est notre décès, donc on se dit c'est forcément la loi nationale. Mais si on n'a rien prévu, ce sera quasi jamais la loi nationale. Le deuxième sujet qui va se poser, c'est la question de qu'est-ce que c'est que la résidence habituelle. Ça paraît simple, on se dit je vis là. Mais prenez un cas, et on en a tous entendu parler ces dernières années, c'est l'affaire Johnny Hallyday. La question de sa résidence habituelle a véritablement posé question. C'était une question de compétence, mais elle s'appliquerait pareil sur la loi applicable. Je vous donne un exemple très concret. Vous êtes expatrié avec votre épouse depuis un certain nombre d'années, et il se trouve que la mère de votre épouse est très malade. Et votre épouse, elle fait des allers-retours pour aller voir sa mère, mais sur 2 ans potentiellement. Puis elle va avec les enfants, donc les enfants restent 3-4 mois en France, à chaque fois pendant les vacances, etc. La question pourra se poser de la résidence habituelle de cette fameuse épouse si elle vient à décéder. Donc véritablement, c'est des questions où on se dit, non, ma résidence habituelle, je sais où c'est, mais il y a des cas où finalement c'est pas si simple, et autant vous dire que quand il doit y avoir une bataille judiciaire entre les héritiers, tout sera bon à prendre pour se battre. Soyons très clairs. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour anticiper cela? Eh bien, comme on l'a dit pour le contrat de mariage, comme on l'a dit pour l'origine matrimoniale, comme on l'a dit même pour les enfants, on peut faire un choix de loi applicable. Bon, on ne va pas choisir la loi qui nous intéresse, on ne peut choisir que la loi de sa nationalité. Alors, si on a plusieurs nationalités, on choisit. Si on n'a qu'une nationalité, on choisit la loi de sa nationalité pour l'ensemble de sa succession. Et puis, on peut changer en cours de vie, ce qui ont finalement dit, puis entre-temps, on a acquis par exemple une autre nationalité, on se dit, finalement, je préférerais que ce soit cette nationalité. On peut faire ce choix-là. Et ça présente un intérêt d'éviter un certain nombre de difficultés au moment de l'exécution de la succession. Alors, attention, et c'est là que la question de la fiscalité va se poser, en fonction de la loi nationale que vous allez choisir, potentiellement, ça aura un impact sur la fiscalité. Alors, une petite question comme ça qui revient souvent, c'est est-ce qu'on peut déshériter ses enfants? D'un point de vue français, j'entends. Vous savez que la France a une particularité, c'est qu'on a ce qu'on appelle la réserve héréditaire. Ça veut dire que nos enfants, les descendants notamment, et parfois le conjoint, quand il n'y a pas d'enfants, sont hérités réservataires. On ne peut pas complètement les déshériter, il y a une part qui leur est réservée. Alors, dans les pays anglo-saxons notamment, il n'y a pas de réserve héréditaire. C'est quelque chose qui n'existe pas. Donc, on peut faire un testament et dire que tout ira à notre nouvelle compagne et déshériter les enfants. D'un point de vue français, soyons très clairs, ce n'est pas parce qu'un pays n'a pas de réserve héréditaire que ça ne doit pas s'appliquer, puisque ce n'est pas contraire à ce que nous, on appelle notre ordre public. Par contre, aujourd'hui, depuis 2021, alors ça existait, c'est parti, puis c'est revenu en 2021, on a la possibilité, en tant qu'héritier d'un défunt français, de demander ce qu'on appelle un prélèvement compensatoire. C'est-à-dire que moi, en tant qu'enfant d'un défunt qui était français, je vais demander à prélever sur les biens en France ma part de réserve héréditaire pour me protéger. Alors ça fonctionne uniquement si, bien entendu, il y a des biens en France. Sinon, ça ne fonctionne pas. Donc voilà ce que je voulais vous exprimer sur la question de quelle loi va s'appliquer sur votre succession. Et vous l'aurez compris, ce n'est pas forcément la loi de notre nationalité. Donc anticipons au maximum. Le deuxième point qui va se poser en matière de succession, c'est la fiscalité des successions. Là encore, alors là, il n'y a pas de choix.
D'ailleurs, surtout en France, on ne laisse pas le choix de choisir cette fiscalité plutôt celle-là. Non, non, on ne choisit pas cette fiscalité. Par contre, on peut quand même l'anticiper. Et il faut être très vigilant aussi par rapport au choix de fiscalité qu'on va faire. Par exemple, on va faire le choix d'un démembrement de propriété pour ses enfants en se disant, comme ça, quand on va décéder, ils paieront moins de frais de succession. Attention, parce que c'est quelque chose que vous allez faire d'un point de vue français fiscalement intéressant, mais encore faut-il que vous ne soyez pas expatrié dans un pays anglo-saxon, par exemple, qui ne connaît pas le démembrement de propriété, parce que sinon, ça va être la double peine pour, alors pas tant pour nous, parce que souvent c'est les parents qui payent des frais de donation, même si normalement c'est celui qui reçoit la donation, mais par contre, vous pouvez vous retrouver 2 fois taxé. Vous serez taxé au moment de la donation et vos enfants seront potentiellement taxés sur la pleine propriété au moment de la succession. Donc attention à ces choix-là qu'on fait sur le plan fiscal, parce qu'il faut être très clair. Hein. Déjà, on ne sait pas toujours ce qu'on va faire, si on va s'expatrier, etc. Mais c'est surtout qu'on a parfois des conseils qui ne sont qu'au regard français. Donc, vous avez plein de professionnels qui maintenant sont formés en droit international, mais attention aux conseils qu'on vous prodigue, surtout quand vous envisagez une expatriation. Et si vous avez déjà fait les choses, vérifiez avant de partir que tout soit dans les la fiscalité, comme je vous l'ai dit, on ne la choisit pas. Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais vous aurez le support qui vous sera délivré de la fiscalité, puisque je vois que le temps passe et qu'on voulait laisser passer un espace pour les questions. Mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez des pays avec la France qui ont ratifié des conventions bilatérales pour éviter des doubles impositions. Alors ça, c'est super. Il faut vérifier que, alors vous n'allez pas forcément le vérifier vous, mais ce qui est important à savoir, c'est que est-ce qu'il y a une convention bilatérale et s'applique-t-elle? Je prends le cas de la Suisse. Depuis 2015, on a une convention bilatérale avec la Suisse, elle ne s'applique plus. Donc, il faut quand même le savoir. Et puis, vous avez plein de pays où il n'y a pas de convention bilatérale. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous décédez et que vous êtes expatrié, potentiellement, vous allez être fiscalisé 2 fois. Donc, vous dire que l'État français n'est pas réputé pour ne pas aller chercher ce qu'il peut aller chercher quand il doit aller chercher. Donc, attention à ce point-là. Alors, plus pour vos héritiers que pour vous, mais c'est quand même important de le savoir. Alors, ce que je vous disais, et je le répète, attention à l'optimisation fiscale que vous faites dans un pays ou dans un autre. Vérifiez bien que ça aura le même impact. Et je passe assez vite pour terminer sur notre dernier sujet. Qu'est-ce que je peux faire pour prévenir ma succession? Alors, bien entendu, je vous l'ai dit, le choix de loi applicable, mais c'est surtout et avant tout régulièrement de rédiger un testament. Mais comme vous allez vous expatrier ou vous êtes déjà expatrié, attention à ce que votre testament soit reconnu dans le pays de l'expatriation ou d'un point de vue français si vous avez fait un testament étranger. Alors, d'un point de vue européen, la règle, c'est quoi? C'est que vous pouvez, en tant que Français, Européen, et vous êtes expatrié, rédiger un testament selon les formes françaises. Encore faut-il s'assurer, c'est-à-dire que le testament qu'on met dans un petit, qu'on garde chez nous, en France c'est autorisé, hein, qu'on garde chez nous dans un petit tiroir, on a le droit de le faire, on n'est pas obligé d'aller le déposer, mais le problème c'est de le retrouver. Donc l'idée c'est soit vous testez selon les formes françaises du testament, soit vous testez selon les formes du pays dans lequel vous êtes expatrié. C'est aussi possible. Il y a, je ne vais pas rentrer encore une fois dans les détails des formes françaises et encore moins des formes étrangères, il y a néanmoins un point qui est fondamental, attention à la langue que vous choisissez de rédaction de votre testament. Parce que ça aussi, c'est souvent source de difficultés. C'est-à-dire que vous êtes expatrié depuis des années dans un pays, vous vous dites, bon bah oui, je parle aussi bien le français que la langue de ce pays, je vais rédiger mon testament dans cette langue, mais vous n'êtes pas à l'abri qu'ensuite vos héritiers qui vont se déchirer vont dire, ouais, mais il ne parlait pas vraiment, etc., etc. Donc faites très attention. Moi, j'ai tendance à considérer que c'est bien de rédiger un testament dans sa langue maternelle parce que c'est difficile de penser qu'on l'oubliera derrière. Et les règlements européens et l'évolution en France, notamment d'un point de vue européen, nous permettent de rédiger un testament international avec quelques particularités qui sera enregistré et reçu potentiellement tant par des agents diplomatiques ou consulaires, tant que par un notaire. Et ce qui est important à savoir sur ce point-là, c'est que potentiellement, ça signifie que même si vous êtes déjà expatrié, vous pouvez faire un testament international dans votre pays d'expatriation en allant vers les agents diplomatiques, ce qui est parfois une solution plus simple que de rentrer en France pour faire son testament chez un notaire français. Donc, c'est des points importants.
Et je terminerai sur un dernier point, c'est les donations que vous pourriez faire. Ce n'est pas parce que vous partez que plus rien ne se passe dans votre pays, vous avez potentiellement des biens en France, etc. Donc vous pouvez très bien faire des donations. Je ne reviens pas sur les difficultés de fiscalité que ça peut occasionner, mais il n'y a pas que des difficultés de fiscalité que cela peut occasionner, ça peut également occasionner des difficultés de reconnaissance. Par exemple, la donation-partage, qui a quand même plein de bienfaits en matière de succession. Entre Europe, il n'y a pas de difficulté. Si vous respectez les conditions de fond et de forme, mais ça, là où vous ferez votre donation-partage, vous aurez les conseils nécessaires, notamment si c'est d'un point de vue français chez le notaire. Si vous faites une donation-partage à l'étranger, allez voir un avocat ou en tout cas un notaire s'il existe dans le pays de l'expatriation. Mais attention, les pays anglo-saxons, eux, ne reconnaissent pas la donation-partage. Donc, vous aurez fait votre donation-partage et ça n'aura pas l'intérêt qu'on a en France de faire une donation-partage. Donc, veillez bien sur ces points-là. De la même manière, les donations aux derniers vivants que les époux se font, dans lequel, vous savez, vous dites, bah, je fais une donation de mon vivant et puis, donc, je peux faire ce que je veux de mes biens, mais je prévois déjà ce qu'aura mon conjoint, les options, en tout cas, qu'il aura au moment du décès. Et bien pareil, les pays anglo-saxons ne vont pas forcément reconnaître ces donations en dernier vivant. Donc vous l'aurez compris, le plus important, c'est d'anticiper, de savoir à peu près où vous mettez les pieds. C'est des notions extrêmement complexes pour vous, bien sûr, et pour n'importe qui. Donc il ne faut pas hésiter à justement consulter des avocats, des personnes qui peuvent vous renseigner, vous assister, anticiper en général. Moi, je dis toujours, prévenir, c'est guérir. Donc n'hésitez pas à venir nous consulter si vous avez besoin. On avait pas mal de questions pendant toute cette conférence. Merci à vous. On va prendre quelques questions, juste une ou deux questions en ligne, et puis ça vous permettra après pour les personnes qui sont présentes sur place aussi pour pouvoir poser leurs questions. Notamment par rapport à la dernière partie, on avait une question donc, de quelqu'un qui voulait savoir justement, alors deux cas différents, mais quelqu'un qui part vivre en Espagne, qui a des biens en Espagne et en France. Donc comment organiser sa succession ? Alors l'Espagne, déjà, c'est un pays de l'Union européenne, donc on a notre règlement européen qui va s'appliquer. Donc le règlement européen, il dit que c'est la loi de la dernière résidence habituelle du défunt pour l'intégrité de la succession. Donc bien français, bien en Espagne, bien en France. Il n'y aura pas de difficulté, parce que là, pour le coup, vous n'aurez pas de morcellement de la succession. Pour autant, entre la loi française de succession et la loi espagnole, il y a sans doute des différences. Donc, je ne fais que donner le conseil de nouveau de se renseigner de la succession française et de la succession espagnole et potentiellement de choisir celle qui nous intéresse le plus, si tant est que les époux et la nationalité, enfin, si ce sont des Français qui partent, ils ont forcément la nationalité française, donc ils pourront faire le choix de la nationalité française. Par contre, et s'ils ne font rien, ce sera potentiellement la loi espagnole s'ils résident encore en Espagne au moment de leur décès. Mais juste, je vais me permettre d'ajouter quelque chose. Il faut faire attention en Espagne où il se trouve, parce que là, je ne sais plus comment ça s'appelle, c'est pas de commune, mais c'est d'une province, on va dire, à l'autre. C'est pas les mêmes lois. C'est-à-dire que chacun a sa propre loi. Donc, et c'est valable sur la succession, régime mat, tout ça. Donc faites très attention à l'endroit où vous vous trouvez. Donc, si vous êtes à Séville, prenez pas les conseils d'un avocat à Barcelone, par exemple. Ce ne sera pas les mêmes lois. On a le cas également donc d'un mari qui, lui, réside en France et que sa femme est au Royaume-Uni, qui ont des biens dans les deux pays. Et justement, qui se posait la question. Donc, c'est la femme qui est au Royaume-Uni qui se posait la question, justement, des questions de succession. Ils ne vivent pas au même endroit. Non, ils ne vivent pas au même endroit. Bah, ça dépend qui décède en premier. D'accord. En fait, c'est des Français? Oui. Les deux? Bah, soit ils font le choix, et c'est chacun fait son choix, hein, c'est pas on fait un choix ensemble, hein, c'est très personnel la succession. Hein. Je trouve que c'est assez personnel la succession. Donc, soit ils se disent, bon, bah voilà, on est tous les deux Français, on préfère que ce soit la loi française qui s'applique à l'intégralité de notre succession. Ah oui, alors maintenant, parce qu'on va avoir le problème du Royaume-Uni qui est hors de l'Union européenne. Mais en tout cas, ils peuvent toujours faire un choix de loi française en tant que loi nationale. Il faudra juste s'assurer qu'en Angleterre, au Royaume-Uni, ça ne posera pas de difficulté. Mais en tout cas, ils peuvent, à défaut, ce sera, si l'épouse est au Royaume-Uni, normalement, la loi de la dernière résidence habituelle de l'épouse, donc le Royaume-Uni, et d'un point de vue
Dans les deux pays, enfin quelqu'un en France et quelqu'un au Royaume-Uni. Voilà. Ah, voilà. Avec des biens dans les deux Ce pays. sera la loi française. Si vous voulez, c'est pas comme le mariage où il y a vraiment une notion de deux. La succession, c'est vraiment, il y en a qu'un qui décède. Alors, en fait, si les deux décèdent ensemble au même moment, il y en a toujours un qui est décédé avant. Et sachant que, là, je vais encore rebondir, mais avant de liquider, quand il y a un décès, avant de liquider la succession, il faudra liquider le régime matrimonial des époux. Donc ça veut dire qu'en réalité, le choix de loi, il se fait à deux niveaux. D'abord, les époux auront dû choisir ensemble la loi applicable à leur régime matrimonial. À défaut, ce sera la loi de la première résidence, avec l'idée de la mutabilité dont j'ai parlé tout à l'heure, s'ils sont mariés en 2019. Et ensuite, la successorale qui choisiront chacun. Donc il faut vraiment réfléchir aux deux étapes lorsqu'on organise sa succession. Est-ce qu'on a des questions dans la salle? Si j'ai d'autres questions, venons. Écoutez, c'est pas clair. On a ou on n'a pas le choix de la loi qui va s'appliquer à sa succession? On peut faire le choix, justement, on peut le faire dans son testament, par exemple, mais on pourra choisir que sa loi nationale. Sa loi nationale, c'est-à-dire la loi de sa nationalité, ou la loi du dernier pays de résidence? Non, vous ne choisirez pas. Si vous ne choisissez rien, ce sera le pays de la dernière résidence. Mais le seul choix que vous pouvez faire, c'est le choix de votre nationalité au moment où vous faites le choix ou au moment de votre décès. Donc, en fait, en l'absence de choix, en l'absence de testament, mais pas explicite, la loi qui va s'appliquer, c'est celle du dernier pays de résidence, à condition que le fisc français ne conteste pas la notion de résidence habituelle. Non, alors le fisc et la notion de résidence habituelle, ça va être deux choses différentes. Je rebondis sur ce que vous m'indiquiez, c'est que donc, sur la fiscalité, c'est les impôts que vous allez payer, enfin que vos héritiers vont payer sur vos droits sur la succession. Donc, en tant que défunt, malheureusement, vous pouvez tout essayer. On ne peut pas forcément imaginer quelle sera la fiscalité. En plus, les lois fiscales changent, donc les choses peuvent évoluer. Sur le plan civil, soit vous avez fait un choix, le choix de votre nationalité qui va s'appliquer à toute votre succession, soit vous n'avez pas fait de choix. Et d'un point de vue européen, pourquoi je dis ça? Ce sera la loi de la dernière résidence habituelle. Mais vous avez potentiellement des pays qui, de leur point de vue, ce sera la loi nationale qui s'appliquera. On ne peut pas vous dire sur chaque pays, après il faudrait faire, on peut toujours regarder et on peut le savoir, mais si vous voulez, chaque pays applique son propre droit. D'un point de vue européen, c'est unifié, mais dans d'autres pays, ce n'est pas forcément unifié. Aux États-Unis, par exemple, la plupart des États américains, ils vont avoir cette notion de dernière résidence habituelle du défunt. Ils vont considérer que le défunt est décédé, par exemple, en Floride, donc c'est la loi de Floride qui s'applique, mais uniquement sur ce qui est en Floride. Le juge de Floride, tout ce qui va concerner des biens qui ne sont pas sur son territoire, il ne s'en occupera pas. Donc, c'est pour ça que l'avantage de faire un choix de loi applicable, c'est justement d'éviter l'aléa, en fait, tout simplement. Ce sera votre loi nationale, ça peut être. Vous pouvez ensuite changer, hein. Ça peut être la loi de la nationalité que vous allez acquérir, ça peut être la loi de deuxième nationalité si vous avez deux nationalités. Vous ne pouvez pas choisir la loi de votre résidence habituelle. Ça, ce n'est pas possible. Mais ce sera ce qui se passera s'il n'y a rien de prévu. Sachant que, je rebondis aussi, il y a un mécanisme qu'on appelle le renvoi, donc qui est assez complexe, mais par exemple, si c'est la loi de la dernière résidence habituelle, on va dire, alors j'ai plus en tête, on va dire l'Argentine par exemple, et que l'Argentine dit, donc le règlement européen renvoie à la loi de la dernière résidence habituelle du défunt en cas en absence de choix de loi applicable à sa succession. On va dire que le défunt habite en Argentine. Je ne connais pas la loi argentine, donc là j'invente. La loi argentine dit, OK, ça va être la loi de la nationalité, on va dire, du défunt. Imaginons que le défunt est russe. Enfin, ce que je veux dire, c'est que, et donc, il peut y avoir des renvois. Donc, il n'y a pas que ces deux possibilités-là. Il faudra voir, effectivement, et là-dessus, c'est notre travail aussi, justement, de conseiller, d'anticiper. C'est le pourquoi le expat by CMA, mais il ne faut pas juste s'arrêter à c'est soit la loi nationale, soit la loi de la résidence habituelle, parce qu'en réalité, cette loi de la résidence habituelle pourra faire un renvoi à une autre loi. Donc en réalité, c'est là où ce mécanisme de renvoi qui est assez complexe, il faut l'anticiper. Et je rebondis sur un dernier point, c'est que la résidence fiscale, à proprement parler,
c'est pas suffisant pour considérer que c'était la loi de la dernière résidence habituelle. Donc ça, c'est un point très important parce que, je vais vous donner un exemple très simple. Je suis fiscalement en Suisse. Alors c'est génial parce qu'en Suisse, il n'y a pas de droit de succession pour le conjoint, pour les enfants. C'est pas pour ça que vos héritiers qui vivent en France n'ont pas de droit de succession. Mais en réalité, j'ai beau être résident fiscal en Suisse, je passe 250 jours par an en France. Eh bien, la notion de dernière résidence habituelle, ce ne sera pas basé sur la fiscalité, justement, et sur où vous déclarez vos impôts, parce que c'est un élément parmi tant d'autres. Et justement, la position est très claire, ce n'est pas parce que vous êtes résident fiscal dans un pays que vous résidez habituellement dans ce pays. Donc là-dessus, il faut vraiment distinguer les deux. D'ailleurs, ce n'est pas sans raison qu'on a des règlements sur ce qui s'applique comme loi justement pour la succession, etc. Et justement, le règlement succession exclut clairement toutes les questions fiscales. Les questions fiscales ne seront pas dans ce règlement. Donc vraiment, attention, je traite de la mort et des taxes, mais c'est deux choses très différentes. Il y a le règlement de votre succession et puis ce qui va s'appliquer derrière, à savoir la fiscalité de votre succession, mais ce n'est pas deux choses qu'on lie complètement. Elles sont justement complètement séparées. Et ça, c'est important de bien le savoir. J'ai une question complémentaire. Justement, auprès de qui je dois exprimer mes choix de droit applicables en cas de décès? Et bien, soit vous le mettez dans votre testament que vous allez hériter, ça c'est sans doute la meilleure solution, mais vous pouvez aussi faire un acte distinct. Après, la question de l'acte distinct, c'est de s'assurer, donc auprès par exemple d'un avocat, ce qu'on appelle nous une profession juriste, donc c'est un choix de loi, très clairement. La seule chose qui est importante, c'est que ce document il soit accessible au moment où vous allez décéder. Parce que si vous faites ça dans votre coin et que finalement personne ne sort ce document, ben, il n'aura pas beaucoup d'impact. Donc en tout cas, c'est un choix express, fait par écrit, pour être sûr qu'on ne puisse pas revenir dessus. Et attention, parce que ça, c'est pour la loi des successions, mais pour vraiment, c'est ce que je disais tout à l'heure, pour régler la totalité de sa succession, donc d'abord son régime matrimonial, la loi, en revanche, c'est ce que je disais tout à l'heure, elle devra faire l'objet d'un contrat ou d'un choix devant le notaire, en France. Ça peut obéir ou devant ce qui est prévu dans le pays dans lequel, voilà. C'est ça, je trouve qu'après notre intervention, plus personne ne va vouloir s'expatrier. C'est horrible, non, mais partez, il y a des solutions. On a des questions en fait concernant justement des binationaux. Quelle est la loi utilisée pour le partage de biens? Est-ce le pays où le bien est obtenu? Non, pour le partage des biens, c'est ce que je disais, c'est la loi applicable, c'est celle de votre, alors grosso modo de votre première résidence. Et après, tout dépend si vous êtes marié avant 2019 ou après 2019. Mais je vous dis ça, le rapport, parce que si vous allez Sydney en permanence, la loi applicable va répondre à une autre, à une autre règle. C'est ce qu'on appelle le conflit, le conflit de loi, la règle du conflit de loi. C'est-à-dire que chaque pays a sa propre façon de voir les choses, pour la faire un peu courte. D'accord? Donc, France, Europe, on a ce règlement régional qui s'applique tous les mariages après 2019. Voilà. Mais en fonction du pays, il faut absolument, en fait, à chaque fois bénéficier du double conseil de l'avocat français, mais également d'un avocat à l'étranger. Et d'ailleurs, dans les cabinets spécialisés, notamment comme le nôtre, on a des correspondants partout dans le monde, parce que quand il y a un projet d'expatriation, évidemment que le conseil que l'on donne, il est au regard du droit français, mais également au regard de la loi du pays dans lequel nos clients vont s'expatrier. On a une question justement par rapport au règlement européen de 2016. Est-ce que c'est possible de l'appliquer même si le mariage est conclu avant 2019? Oui, pour le choix de loi. D'accord? Je suis sûre que c'était une question piège de quelqu'un. Alors c'est une question très précise, mais en tout cas. Je n'ai pas compris votre réponse. C'est-à-dire que vous pouvez, si jamais vous n'avez rien prévu du tout, d'accord, c'est la convention de là qui va s'appliquer si vous êtes marié en 2019. En revanche, vous pouvez faire un choix de loi sur le fondement du règlement régime MAT, donc applicable depuis le 1er janvier 2019. Voilà. Ça, et donc qui correspond, le règlement 2019 fixe des règles extrêmement précises sur les modalités de ce choix de loi. D'accord ?
Donc, et là, vous bénéficierez de l'application du règlement. On avait une question aussi, ça vous avez évoqué le concubinage justement. Il y a quelqu'un qui possède des biens à l'étranger, qui n'a pas d'enfants, alors qui n'est pas forcément en Australie, c'est plutôt, il parle de l'Inde et du Mexique, mais qui voilà, me pose cette question, à qui reviennent justement ces biens après mon décès? Alors, après son décès ou... Alors, en cas de succession, je pense. Mais en cas de concubinage, en fait, il va falloir qu'il regarde, d'accord, quelle est la loi applicable. D'abord, quel est le juge qui va être compétent? S'il décède au Mexique, c'est le juge mexicain qui va être applicable, parce qu'on ne vous a pas parlé de compétence, mais la compétence, c'est le pays de résidence, en règle générale, sauf un choix possible en matière de régime matrimonial. Si jamais je décide au Mexique, il va falloir que je vois qu'est-ce que prévoit le droit mexicain. Le droit français, par exemple, applique le règlement de succession, c'est un peu sur tes plates-bandes, sur le règlement de succession, et le règlement de succession, il prévoit, si je décède en France, moi, je suis français, je suis compétent sur l'intégralité du patrimoine. Peu importe, que ce soit au Mexique, en Chine, tout ça, je m'en fous, moi, je suis compétent. Et j'applique des lois étrangères s'il le faut. Bon. Le juge mexicain, pour autant, il considère que, c'est ce que disait l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, que, OK, il est compétent sur les biens au Mexique, mais il n'est pas compétent sur le... Donc, il faudra aller dans le pays concerné pour régler la succession sur ce... Voilà. Donc, tout dépend. Et donc, le juge mexicain va appliquer sa loi et le juge chinois va appliquer sa loi. Sauf si jamais, compétence du juge chinois, lui, vous avez des hypothèses, dans lesquelles le juge chinois, en fait, la loi chinoise, c'est ce que disait Morgane tout à l'heure, ah ben non, moi, j'applique pas ma loi, mais en fait, j'applique la loi de la nationalité. Et donc là, le juge chinois, c'est la loi française. Vous voyez, c'est un peu compliqué parfois. On a des questions justement sur ce que vous proposez comme accompagnement. Est-ce que vous pouvez accompagner sur tout type de questions internationales? Est-ce que justement, aussi sur des questions fiscales, vous pouvez accompagner les expatriés? Alors, souvent sur le plan fiscal, on s'assure de la coopération d'un avocat fiscaliste, parce que c'est ce qu'on disait tout à l'heure, il y a des règles civiles et des règles fiscales, et c'est la raison pour laquelle on a un réseau de correspondants, quelle que soit la matière. Alors, on peut accompagner surtout si c'est du droit. Si c'est pour savoir quel est le meilleur bistrot du pays, ça on ne peut pas faire. Mais sinon, sur le plan juridique, on a un réseau de correspondants qui nous permet absolument de répondre à toutes les questions et à tous les besoins. Sachant qu'on a quand même... effectivement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que vraiment, on accompagne les gens de la naissance jusqu'au décès avec toutes les questions qui peuvent se poser. Évidemment, on est spécialisé en droit de la famille et on ne fait que ça, droit de la famille franco-français, droit international privé de la famille. Donc, dès qu'il y a un élément d'extranéité, évidemment, et dans toutes les matières du droit, mais particulièrement droit international privé, comme vous avez pu le voir, c'est quand même assez complexe. Il y a des cascades parfois de lois applicables, etc. On a aussi l'humilité de dire quand c'est pas notre domaine de compétence et surtout ce qui est important, d'aller chercher justement les conseils de nos confrères à l'étranger. C'est ce que disait Elodie, c'est que on a un réseau quand même à l'international qui est très important, nous permettant, par exemple là au Mexique, on peut appeler notre confrère au Mexique en lui disant écoute, est-ce que tu peux me dire comment ça se passe, parce que encore une fois, ça va être particulier à chaque État et c'est là où en fait la matière doit être qui est passionnante, mais qui doit être aussi exercée de manière assez humble, et tant pour le droit fiscal que pour toutes les lois applicables dans le monde entier, où en fait on pourra aiguiller les clients, les conseiller au mieux en fonction de la matière qu'on exerce. Et la nécessité en fait de pouvoir bénéficier de l'apport d'un confrère étranger ou d'un confrère fiscaliste, c'est d'anticiper, parce que c'est sûr que nous avons beaucoup de clients qui viennent nous voir en disant voilà, comment j'anticipe ma succession, en fait. Comment j'anticipe ma succession et où est-ce que je vais m'installer, notamment c'est le Portugal, c'est plutôt l'Italie. Voilà, où est-ce que je vais m'installer pour que ce soit, et comment est-ce que je le fais de manière sécure. Voilà, donc c'est... Parfois, vous avez du droit des sociétés aussi, parce qu'il y a des... Voilà, donc on a aussi des correspondants en droit des sociétés pour accompagner nos clients qui veulent s'installer à l'étranger ou qui veulent revenir de l'étranger, parce qu'il y a ça aussi. Le retour est un peu compliqué. On a après des questions très spécifiques, donc on vous les transmettra de toute façon pour pouvoir y répondre. On va dire juste au revoir à la partie en ligne et puis prendre des questions après dans la salle pour ceux qui sont présents. Si vous avez un dernier mot à dire peut-être aux personnes en ligne. Je ne sais pas, partez quand même. Revenez quand même. Voilà. Je pense que vous êtes
Et merci à la Maison d'Expatriation aussi de nous accueillir et de faire ce Vous webinaire. avez vu aussi sympathique. Tout à fait, que vous ne voyez pas en ligne, mais qui est très sympa. Mais, et puis, on est ravis. Donc, merci de cette initiative parce qu'en plus, on sent que voilà, il y a un vrai besoin. Et voilà, comme disait Elodie, n'hésitez pas à partir ou à revenir. Merci.